Bonjour les amis, heureux de vous retrouver. Nous sommes toujours dans la série de vidéos sur la programmation orientée objet. Je vous présente le nouveau chapitre, le chapitre 6. Et vous voyez, je vais vous parler de trois concepts, la classe abstraite, la méthode abstraite et l'interface. Alors, je vais d'abord faire un petit rappel. Lorsque j'ai commencé à vous présenter la programmation orientée objet, le but était de vous dire que sont les avantages de cette façon de programmer pour qu'éventuellement vous l'adoptez et que vous voyez les avantages et pas et comprendre en quoi vous devenez professionnel avec cette façon de programmer. Donc je rappelle que je vous ai montré trois concepts fondamentaux. L'encapsulation, pour dire qu'un développeur il doit faire attention à ce qu'il met dans les données, donc pour que les données soient valides. On a vu le deuxième concept qui est l'héritage. On met en commun les informations et les codes qui sont communs à des objets différents. Et je vous ai pris des exemples dans un chapitre donné, donc deuxième concept. Et troisième concept, quand les objets sont eux-mêmes composés d'autres objets plus petits, on a appelé ça l'agrégation, la composition. Donc là aussi, on simplifie la programmation parce que les objets très complexes, en programmation procédurale, ça devient vraiment une usine à gaz. Bah aujourd'hui, je vais vous présenter des concepts secondaires mais importants. Donc on n'est pas obligé de les mettre en place, mais il faut bien les comprendre pour savoir à quoi ça sert. Le but de ces concepts de classe abstraite, de méthode abstraite, d'interface, c'est qu'on va encore plus loin pour uniformiser et faire attention à certains oublis quand on programme. Alors on va commencer par la classe abstraite. Je vous présente un exemple donc, que j'ai à faire. J'ai une gestion d'une école et je me suis rendu compte que je dois gérer les professeurs et les élèves. Et donc, je vais les présenter par des classes différentes, professeur à gauche, élève à droite. Et donc, ça va être des objets que je vais manipuler. En réfléchissant, je trouve que j'ai des informations communes entre professeur et élève. J'ai le nom, le prénom, le genre, homme ou femme, et l'adresse email qui sont communs ou les informations communes aux professeurs et aux élèves. Et puis, je vais par exemple dire que il faut que j'ai une méthode affichée, un code affiché pour pouvoir afficher un professeur ou un élève. Donc, suite à ce qu'on a vu dans les chapitres précédents sur l'héritage, je vais faire une classe de base, qu'on appelle aussi classe ancêtre, que je vais appeler personne. Et donc, vous voyez ici dans ce schéma, j'ai mis les informations en privé. Donc là, je fais un petit rappel, on appelle les membres, c'est avec les petits cubes rouges. J'en ai généré les propriétés avec lesquelles je vais coder, email, genre, nom, prénom. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y a quand même donc des différences. Le professeur, on va lui demander, vous voyez en bas à gauche, le niveau de diplôme après bac. Ça va être un entier dans lequel je vais mettre 3 pour dire bac plus 3. Je vais mettre dedans 4 pour bac plus 4 et ainsi de suite. Mais on ne demandera pas ça à l'élève. L'élève, lui, par contre, à droite, on voudrait retenir sa date de naissance, qu'on ne demandera pas au professeur. Alors, je vais commencer par faire ce diagramme de classe. Donc, je vais créer des classes dans WinDev. Donc, j'ai créé un projet WinDev simple. J'aurais pu le faire avec WinDev mobile ou avec WebDev. Donc, ici, je bascule. Donc, j'ai ici donc un projet WinDev Windows et je vais commencer à créer les classes. Donc la première classe, c'est la classe donc de l'héritage, c'est la classe de base. Donc vous voyez ici à droite, je vais donc commencer à faire. Vous le savez faire, mais si parmi vous des gens nous rejoignent et qui n'ont pas du tout fait les chapitres précédents, on fait une petite révision. Je clique en bas sur clic droit sur classe, je crée une classe, donc je l'appelle ici personne. Je fais OK. Et ici dans le code, donc, je vais commencer à créer les membres. Alors ici, je vais marquer en commentaire membre. Je veux dire que c'est privé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accéder avec ces noms de variables ici. Donc, je vais marquer ici que j'ai le nom d'une personne. C'est une chaîne. Je fais pareil pour le prénom. Alors, je rappelle qu'on fait m underscore, c'est une convention. Au lieu de l'appeler nom, on l'appelle m underscore. De toute façon, je ne vais pas travailler avec ces membres privés. Mais lorsque je vais demander à WinDev de me créer des propriétés qui seront publiques et accessibles aux développeurs, il va m'enlever le m underscore. Ici, donc, le genre, pour dire homme ou femme,
je vais dire que c'est juste un caractère, que je mettrai F pour femme et H pour homme, et à la fin, email est une chaîne, donc une chaîne pour donner l'adresse email de la personne. Donc ça, c'est pour les membres. Alors rappelez-vous, qu'est-ce qu'on fait après? Comme c'est privé, un développeur qui va utiliser ma classe personne ne pourra pas donner le nom, le prénom, etc. Je vais donc aller dans l'explorateur à gauche, ici. Donc j'ai ma classe personne qui est créée. J'ai ici, vous voyez, la branche membre. Je la développe. Et je clique droit sur le premier membre ici, propriété email. Je fais générer la propriété. Je laisse tout par défaut, mais je remarque que le nom M underscore email, ça devient email tout court. Donc je fais la même chose pour genre. Générer. Je fais OK. Je fais pareil pour le nom. M nom. Et je fais pareil pour le M prénom, générer, M comme membre, générer. Et quand j'ai fini, je regarde maintenant la branche propriété. WinDev m'a généré des noms de propriétés qui sont publics et qui sont, donc ici, sans le M underscore. Et si je voulais mettre des choses quand le développeur va vouloir mettre le nom, le prénom, etc., ça m'a généré en réalité, rappelez-vous, des méthodes, des procédures. Vous voyez par exemple ici, quand je vais regarder ce que Windows a fait, à part les mettre dans l'explorateur à gauche, il m'a créé des procédures. Quand quelqu'un va utiliser ma classe personne pour travailler, il va donc recevoir le prénom qu'on donne à une personne et éventuellement ici, on peut mettre les codes pour pouvoir faire quelque chose sur le prénom. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, j'ai donc, j'enregistre. Il me manque juste la méthode affichée. Donc à ce moment-là, je vais regrouper mes membres ici, je regroupe mes propriétés, je clique droit sur le nom de la classe personne et je choisis tout en haut nouvelle méthode et je l'appelle afficher ou à l'infinitif, généralement comme ça. Et ici, pour savoir si ça marche, je vais marquer simplement info, par exemple personne afficher et vous imaginez que vous faites un code complet qui permet d'aller chercher dans la base de données les informations qu'on aurait stockées pour afficher dans une fenêtre les infos sur cette personne-là. OK. Alors maintenant, je vais faire l'héritage pour les élèves. Donc, je crée la classe élève. De la même façon, je clique droit sur classe, créer une classe. Je l'appelle élève. Ici. Et on se rappelle pour lui dire, il faut qu'elle bénéficie des informations qu'on a données dans la classe de base. Donc, ici, je vais mettre hérite. Donc, le verbe hérite de, et je lui dis de personne. Et rappelez-vous, donc, grâce à ça, donc, c'est comme si l'élève, il avait déjà un nom, un prénom, une adresse email et un genre. Et qu'est-ce que je vais faire de plus ici? Simplement rajouter l'information qui est propre à l'élève, mais qui va être en privé, qui ne concerne pas un professeur. Je mets privé ici. Et là, je mets M, date de naissance. Et je dirais que c'est une date. Voilà. Et je vais simplement faire ça. Voilà, ici. Et je vais donc fermer. Non, je vais aller, pardon, à gauche. Ici, maintenant, j'ai ma classe élève, vous le voyez à gauche. Je vais développer. Je vois que les membres, on voit comme si j'avais que ça, mais en réalité, l'élève, il a aussi un nom, un prénom grâce à l'héritage ici en haut à droite. Maintenant, je vais dire, je veux créer une propriété pour date de naissance. Je fais pareil, je clique sur M, date de naissance, générer la propriété. Je fais OK. Et WinDev va me générer ici la date de naissance sans le M underscore, mais vous voyez dans les propriétés, il me reprend toutes les propriétés que j'ai définies sur la classe de base, la classe ancêtre ici, alors que dans les membres, il rajoute que ce qui est unique à l'élève. Je fais rapidement la même chose pour professeur. Ici, j'enregistre. Donc, je ferme un peu toutes les propriétés ici. Voilà, je reviens dans classe, clic droit, créer classe. Je lui dis c'est professeur. Voilà. Professeur, il hérite aussi de personnes.
Alors j'arrête juste mon téléphone qui sonne un peu fort. Voilà, donc professeur hérite aussi de personne. Voilà. Donc là aussi, on rappelle, le professeur, c'est comme s'il avait déjà le nom, le prénom, le genre et l'email. Et je dis privé, privé, ce qui est spécifique à un professeur, je vais l'appeler ici. Donc on a dit niveau de bac, niveau de bac. Après, je prends juste les mêmes informations pour ne pas reprendre avec mon schéma. Niveau diplôme, je vais l'appeler M underscore niveau diplôme après bac. Et je imagine que je lui donne un entier qui serait le nombre d'années après le bac. Est un entier. Voilà. Je fais rien de plus. Et je vais maintenant aller voir la classe professeur, voir les membres, et je clique droit, je lui dis créez-moi la propriété publique. Donc générer, je laisse ça ici. Et on voit de la même façon dans les propriétés de la classe professeur, email genre, on a en nouveau ça. Et si on veut voir ce qui est particulier au professeur, on le voit dans membre ici. OK. Donc là, j'ai fait ce schéma-là, je reproduis à peu près ce schéma-là. Vous voyez qu'il y a une méthode ajoutée, mais je vais en parler après. Là, j'ai les méthodes affichées. OK. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant aller dans l'interface graphique et je vais commencer à vouloir créer des objets à partir des classes personnes, élèves et professeurs. Donc, je vais aller remonter dans la branche fenêtre ici. J'ai déjà préparé une fenêtre que j'ai appelée simplement Fen1 et je mets dedans deux boutons. Un bouton qui va me permettre de vous montrer ce que c'est qu'une classe abstraite et un bouton qu'on verra tout à l'heure. Ce bouton-là, quand je clique dessus, je voudrais faire le code suivant. Donc, clic droit code. Ici, je crée une personne. Alors, comment je fais ça? Je fais par exemple, je donne ce que je veux comme nom à un objet et je lui dis que ça vient de la classe personne. Voilà, on se rappelle dans les chapitres précédents, on fait ça et après je commence à faire par exemple l'email est égal quelque chose, etc., etc. Je vais donc ne pas tout faire, mais juste continuer plus loin. Donc ici, on va dire par exemple dupont.jules@free.fr. Donc ça, c'est un opérateur en France, fr. Et on demandera plein les autres informations. Je pourrais aussi, par exemple, ici, faire p1.afficher pour qu'il exécute le code. Alors, rappelez-vous, moi, j'ai fait juste une petite boîte de dialogue pour dire que la personne est affichée. Alors, je clique sur Go haut à droite, je clique sur le bouton classe abstraite et j'ai ici la boîte de dialogue, c'est-à-dire le code de la méthode affichée qui s'exécute. Il a une fonction du W langage, du langage de WinDev, qui fait info, qui affiche personne affichée. Donc ça va. Et je peux faire de la même façon ici. Je peux par exemple faire E1 et un élève. Et je peux aussi donc faire E1.nom égal, etc., etc. Or là où je vais vous amener maintenant, c'est que imaginez que c'est moi qui ai créé ce diagramme de classe, donc celui-là. Ce que je viens de faire devant vous, j'ai créé les classes et je vous donne à vous ces classes-là toutes faites. Mais ce que je voudrais, c'est que vous ne créez pas d'objets dans l'application qui disent que c'est une personne. On voudrait que ça soit forcément soit un élève, soit un professeur. Mais personne, on ne sait pas. Donc, il arrive par moment, quand on fait de l'héritage, qu'on voudrait qu'on ne puisse pas créer des objets à partir de la classe de base. On veut qu'elle serve simplement à l'héritage. Et dans ce cas-là, on peut créer ce qu'on veut ici. Donc les élèves, d'accord, etc. À un moment donné, je vais faire PR1 et dire est un professeur. Voilà, et PR1, je vais donner son nom, par exemple, égal ici, Bernet.
et je continue, mais je ne veux pas que ceux qui utilisent ma classe personne puissent créer classe personne. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? C'est ça la nouveauté de ce premier concept secondaire que je vous présente, c'est qu'on dit que il faut dire à WinDev que cette classe est une classe abstraite. Et donc, une classe abstraite, c'est quoi, pour la définition? C'est qu'on rajoute un mot quelque part, et après, le développeur qui utilise ma classe ne pourra pas créer des objets. Donc, cette ligne-là va devenir une erreur, et toutes les suivantes, parce que c'est interdit. On dit aussi qu'on ne peut pas instancier à partir de la classe personne. Donc ça arrive souvent que l'héritage, les classes, ce sont des classes qui servent juste à l'héritage, mais on ne doit pas manipuler des objets à partir de cette classe-là. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner dans la classe de base, donc la classe personne. Je remonte là-haut dans les classes, je développe ma branche. Et ici, vous le voyez, classe personne, elle est là. Je vais double-cliquer sur le mot personne pour que je la réaffiche de nouveau, le code. Et je vais venir rajouter après classe, rajouter ici virgule, espace, et vous voyez, on me propose abstraite. Donc juste ça, virgule, et abstraite derrière. Et une fois que je fais ça, je ne change rien au reste. Je vais maintenant aller voir mon code qui était en train de créer. Regardez, ici, la classe de personne devient rouge. Et quand j'approche ma souris, je ne sais pas si vous le voyez à la vidéo, mais si vous faites le test, parce que je vais vous laisser les codes sources de tout ça, vous allez voir, il me marque la création d'une instance de personne est interdite car la classe est abstraite. Donc là, je suis sûr que tous les collègues qui utiliseront ma classe pour travailler, s'ils oublient et qu'ils essayent d'instancier, de créer un objet à partir de personne, ils pourront pas. Donc ici, je crée une personne. Et donc, je vais rajouter un commentaire ici. Ça ne marche pas car classe abstraite. Donc, c'est aussi simple que ça. Il faut juste le savoir. Maintenant, vous le savez. Et ce code-là, donc là, je dois m'interdire ça. Donc, si je mets ça en commentaire pour dire je ne peux pas, et ben ici, ça devient aussi erreur parce que je n'ai pas créé un objet qui s'appelle P1. Et du coup, bon, bah écoutez, tout ça, c'était juste pour illustrer la chose. Ok, donc ça, ici, je vous ai mis dans la vidéo aussi donc, ce que je viens de dire verbalement. Une classe abstraite ne permet pas de créer des objets. Elle sert dans l'héritage à mettre en commun les infos des codes pour les classes dérivées, mais on lui enlève la possibilité de créer des objets. Mais c'est pas le cas de tous les héritages. Il y a des héritages où vous voudriez peut-être créer aussi des objets à partir de la classe de base. Donc ce premier concept de la classe abstraite, je viens de l'illustrer. Maintenant, je vais... Donc, vous voyez, finalement, on oblige, si je reviens 2 secondes sur la classe, on oblige celui qui utilise la classe à respecter certaines règles. Et là, c'est de ne pas créer les objets à partir de la classe abstraite, je me répète. Maintenant, il y a un deuxième concept qui veut aussi faire une obligation, obliger le développeur à autre chose, c'est les méthodes abstraites. On vient de parler de classe abstraite, c'est la classe en entier. Et les méthodes abstraites, les méthodes, c'est ce qu'on appelle dans WinDev les procédures, ça revient au même, mais la seule chose, c'est qu'une procédure, elle est dans un fichier classe. Alors, quel est le principe? Ici, j'ai toujours le même diagramme de classe. Je vais le laisser comme ça, je vais revenir dans WinDev. Si vous vous rappelez ici, ça a été fait très vite. Regardez la classe personne. Ici, j'ai la méthode affichée. J'ai doté la classe personne, la classe de base, donc la classe ancêtre de la méthode affichée. Mais quand je vais regarder ici, la classe élève, ici, vous voyez, j'ai une méthode affichée, mais éventuellement, il y a un code qui est info personne affichée. Je peux le changer pour que ça devienne carrément un code spécialisé pour les élèves. Et j'ai la même chose, donc j'ai hérité aussi pour professeur, j'ai hérité aussi ici de méthode affichée pour les professeurs et je peux changer un code, par exemple mettre professeur affiché, etc. Changer le code pour dire pour l'affichage des professeurs, c'est un code différent de celui des élèves. Ok. Alors, ce que je veux maintenant vous montrer, c'est que
que ce soit dans Windev ou dans d'autres plateformes, un développeur, il peut oublier de coder ou oublier ou carrément supprimer la méthode qui est dans la classe de base. Ici, je vais vous rajouter, vous voyez en bas au milieu, ajouter. C'est une méthode ajoutée, mais je voudrais préciser que le développeur doit absolument la coder, il ne doit pas l'oublier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la classe de base, donc la classe ici, je l'ai fait exprès une fois que je l'ai rajouté après. Donc, je vais aller et on va fermer tous les codes ici. On va aller dans la classe à droite personne. Ici, on voit bien qu'il n'y a que la méthode ici affichée. Je vais donc lui dire à Windev, clic droit sur la classe personne, nouvelle méthode. Et là, je vais l'appeler ajouter. Ajouter. Et je vais cliquer ici dans la petite fenêtre qui m'est proposée. Je vais cocher abstraite. Donc, une classe peut être abstraite, une méthode peut être abstraite. Donc, abstraite. Alors, quelle est la différence? Parce qu'on va me dire, oui, mais j'ai hérité tout à l'heure de la classe affichée. La différence ici, c'est que vous voyez, il y a le mot abstraite, d'accord, ça c'est la syntaxe qui a été rajoutée à cette méthode qui est dans la classe personne. Mais la méthode abstraite ici, c'est que on ne peut pas coder cette méthode dans la classe de base, la classe ancêtre. C'est fait juste pour dire, vous les classes inférieures, les classes dérivées, ici élève et professeur, vous devez coder parce que celui qui crée la classe personne, il estime qu'on ne peut pas manipuler des professeurs, manipuler des élèves sans faire un code qui permet d'ajouter l'élève ou le professeur dans la base de données. Et en plus, ce qui est important, c'est qu'un développeur, il peut rajouter une méthode dans la classe élève, il l'appelle ajouter élève. Et puis, il peut faire une méthode d'un nom différent dans professeur, il l'appelle ajouter professeur. Nous, pour l'harmonie du code, on voudrait que dans élève et dans professeur, les deux méthodes s'appellent ajouter, donc un nom commun, mais des codes différents. Alors, le fait que j'ai rajouté ici cette méthode abstraite, regardez voir ce qui va arriver ici, dans mes classes élèves. Je vais double-cliquer sur élève, normalement ici, et je vais aller voir ici dans les erreurs. Vous voyez là, j'ai agrandi la partie en bas, ce volet qui permet de voir des classes, etc., mais qui a un onglet qui fait ici, comment on appelle ça, un sens interdit, mais ce qui c'est les erreurs de code. Et j'ai normalement ici, j'ai ici une erreur. Et quand je clique dessus, il me ramène directement dans le code. Dans le bouton de la fenêtre, j'ai fait PR1 est un professeur et au-dessus, j'ai fait E1 est un élève. Ça se met en rouge alors que ça marchait tout à l'heure. Je vais approcher ma souris et je vais avoir le même message que j'ai vu en bas. Le message que j'ai envie en bas, des fois je ne le vois pas, je fais pas attention avec ici les trucs rouges, mais je l'ai dans le code et quand j'approche ma souris, j'ai le même message. On me dit, je vous le lis, la création d'une instance de élève est interdite car une méthode ou une propriété est abstraite. La méthode ajoutée de la classe personne doit être redéfinie. Le fait donc que je fais une méthode abstraite dans la classe mère, la classe de base, à partir de laquelle on hérite, va obliger la classe élève à dire je dois coder. Donc ici, pour que ça marche, donc ici cette erreur sur élève, pardon ici, sur élève va disparaître parce que je vais rajouter la méthode ajouter à ma classe élève. Donc je commence par élève, je vais donc dans élève ici. Actuellement, il n'y a que la méthode ici ajouter. Donc, je vais donc ici dans la méthode ajouter d'élève. Vous voyez, je suis la classe élève, mais il est vide et Windev va râler. Donc, je vais faire simplement un petit message qui dit élève ajouter. Donc, on imagine qu'on a fait tout un code pour ajouter, tester les informations, les rajouter dans la base de données. Le fait que je fais ça, les commentaires ne comptent pas. Le fait que je fais ça,
pardon, là je suis dans la méthode, je fais des bêtises, donc je coupe. Je suis dans la méthode classe, il faut que j'aille dans la méthode élève. Et la méthode élève ici, ici, programme, ici. Alors j'ai mon explorateur qui a disparu, affichage ici. Voilà, je l'ai ici, l'explorateur il est là, pardonnez-moi. Et donc ici, je suis dans la méthode ajouter. Donc c'est toujours de personnes. Et moi, je vais aller ici dans élève et je regarde. Non, il m'a pas rajouté. Donc ici, dans élève, je clique droit sur la classe élève, je fais une nouvelle méthode et je fais ajouter. Voilà. Et dans ce cas-là, je colle le simple code ici, ajouter. Je sauvegarde, CTRL S, je regarde mon code du bouton. Élève ne râle plus. Maintenant, il faut faire la même chose sur professeur. Donc, je vais aller voir à droite la classe professeur. Je clique droit, nouvelle méthode tout en haut. Je l'appelle aussi ajouter. Et ce qui est harmonieux, c'est que les développeurs ils s'habituent que les méthodes ajoutées portent le même nom et qu'elles ont toutes pour fonction d'ajouter donc le professeur ou l'élève dans la base de données. Et là, si je reviens ici, donc je n'ai plus d'erreur ni sur élève ni sur professeur. Alors, je vais rajouter pour Renaud ici, pour l'élève, je vais faire E1.ajouter pour vérifier que c'est la méthode de la classe élève qui se fait. Et ici, pour le professeur, PR1.ajouter. Ici, et vous voyez donc ici la ligne 10, j'appelle la méthode ajoutée de la classe élève, et ici la ligne 14, j'appelle la méthode ajoutée de la classe professeur. Je teste. Go en haut à gauche, droite, ici, on me dit élève ajouté, et j'ai appelé la deuxième fois, on me dit professeur ajouté. Donc ça fonctionne très bien, et donc si on récapitule, et ben le but aussi, dans ce concept numéro 2, c'est que dans la classe de base, on oblige celui qui hérite parce que là, actuellement dans Windev, quand je crée une classe, pour dire les choses différemment, quand j'ai créé une classe de base comme la classe personne, je peux pas interdire à un développeur de faire de l'héritage à partir de ma classe. Mais par contre, je peux lui imposer des règles. Et ce concept numéro 2, le fait de déclarer la méthode ajoutée abstraite, je l'oblige à coder une méthode et je voudrais qu'elle s'appelle ajouter, qu'elle s'appelle pas ajouter élève ou add en anglais, etc. Je veux qu'elle s'appelle ajouter. Donc ça, c'est aussi une contrainte pour rendre l'application harmonieuse avec des ajouter, c'est tout le monde va s'habituer que c'est pour ajouter dans la base de données et ainsi de suite. Donc concept numéro 2, je vous ai donc expliqué par le code. Ici, vous avez les phrases qui répètent exactement ce que je viens de dire. Donc, on utilise des méthodes abstraites pour exiger qu'une méthode s'appelle d'un nom particulier et qu'elle soit codée. Alors, allons voir maintenant. Donc, ça, c'est pareil. Donc, une méthode abstraite, je répète que dans la classe de base, elle est vide. Maintenant, on va voir le concept numéro 3. Donc, un mot qui est un peu bizarre et qui est très abstrait lui-même, interface, mais ça existe dans la programmation orientée objet. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Eh ben, au lieu de donner une définition théorique, on va commencer d'abord par toujours prendre un cas concret. J'ai une gestion commerciale à faire. Et dans cette gestion commerciale, j'ai les clients et les fournisseurs que je dois représenter par des objets parce que je fais la programmation orientée objet. Mais ils ont des informations, donc ils sont différents. Hein. Un client, c'est pas un fournisseur, c'est pas un client. Mais pour moi, ce sont des professionnels avec lesquels je travaille. Pour les uns, je vends les produits et les autres, c'est eux qui me vendent les produits pour que je les vende. Mais donc ils sont différents, mais j'ai quelque chose en commun. Par exemple, je vais décider dans mon exemple simple que les clients et les fournisseurs, ils ont un numéro de SIRET. Le numéro de SIRET en France, c'est l'identifiant unique. Toute entreprise qui se crée en France, on lui donne un numéro unique à plusieurs chiffres et ce numéro, on l'appelle numéro de SIRET. Donc je vais décider que les clients et les fournisseurs, ils ont un numéro de SIRET.
Bien sûr, ils ont d'autres infos, mais que je ne mets pas dans mon exemple simple. Et je dois aussi exiger que dans les deux cas, je dois avoir des codes, des méthodes, ajouter, modifier, supprimer. Voilà, donc ça, simplement, comment je vais faire ça? Suite à ce qu'on vient de voir ici, on peut simplement dire, bon, on fait de l'héritage comme tout à l'heure. On fait classe professionnelle avec, je l'appelle professionnel, numéro de sirette et méthode ajoutée. Et je classe client à gauche avec l'héritage. Rappelez-vous la flèche avec un triangle au bout, qui peut être noir ou blanc, ça n'a pas d'importance. Ça signifie la classe client hérite de la classe professionnelle. Et donc le client, je lui rajoute des informations spécifiques au client. Par exemple, les années, le nombre d'années d'ancienneté, parce qu'avec le nombre d'années d'ancienneté, je calcule une remise à lui faire sur ce qu'il achète, une remise, donc une réduction. Et la remise, je la stocke aussi dans l'objet client. Et le client, je le facture. Donc, il faut que je fasse un code pour générer une facture et l'envoyer au client pour qu'il paye. Côté droit, c'est la classe fournisseur qui hérite aussi de professionnel. Et elle, je dis que, en plus du numéro de sirette, elle a la méthode payée parce que le fournisseur, il faut que je le paye, il me livre des produits à vendre. Par contre, j'ai mis en rouge en dessous de professionnel. Si je fais cette solution numéro un, eh ben, imaginez que j'oublie de coder les méthodes modifiées et supprimées qui ont été exigées ici. Dans une réunion, on dit attention, les fournisseurs et les clients, il faut qu'ils soient dotés de ajouter, modifier, supprimer. Et moi, une fois que je fais le diagramme de classe et une fois que je le code pour que les développeurs, mes collègues après utilisent, j'oublie de mettre la méthode modifier, supprimer. Donc, soit on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas modifier, supprimer, soit il y a un développeur parmi l'équipe, parmi la team, qui va, lui, l'appeler modifier fournisseur ou supprimer, ou il l'appeler en anglais delete, etc. On dit non, on voudrait aussi faire quelque chose, mais cette fois-ci sur la classe de base. Les concepts d'avant, c'était euh, la méthode que je viens de voir ici dans le concept 2, c'était la classe de base qui impose quelque chose aux classes dérivées d'Antirite. Cette fois-ci, c'est la classe professionnelle qui est la classe de base. Je veux lui imposer quelque chose. Je veux lui dire, imaginez que je lui parle en français, je lui dis, toi, la classe professionnelle, tu dois absolument exiger, tu dois absolument déclarer le numéro de SIRET pour les professionnels et tu dois absolument avoir ajouté, modifié, supprimé. Et après, les classes qui vont hériter, comme clients fournisseurs, ça peut être commerciaux, etc., elles, ils auront forcément l'héritage avec les trois méthodes. Alors, comment on fait ça? On a inventé une notion d'interface. Donc, une interface, c'est finalement juste un code qui fixe ce qu'on doit respecter, les informations et les méthodes à utiliser dans une classe. Et on dit, dans beaucoup de littérature qu'on trouve sur le web, on dit que c'est un contrat. Moi, je trouve pas ça très joli. On fait un contrat euh, pour acheter une maison, on fait un contrat pour prendre un prêt pour acheter une voiture, etc. Mais là, on dit que c'est un contrat dans la programmation avec objet. Toujours est-il, c'est que dire simplement, on exige, on oblige. Et les méthodes qui vont être déclarées dans l'interface sont vides, elles ne sont pas codées. Tout ça, je vous laisse lire, mais vous avez maintenant compris ce qui nous rend vraiment la compréhension facile, c'est le codage. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir à ce texte-là plus tard. Je vais d'abord coder. Donc, l'idée, c'est de faire ceci. Donc, je ferme les classes qu'on vient de voir. Donc, là, dans mon exemple, je vais mélanger les fournisseurs, les clients avec les professeurs et les élèves. Ce n'est pas grave parce que ce n'est pas une application, c'est une démonstration. Donc, ici, je vais commencer par créer ce qu'on appelle l'interface. Alors, une interface, malheureusement, dans Windev, on n'a pas une branche qui s'appelle interface. Peut-être que ça viendra dans les autres versions. Et on ne peut pas la créer donc dans un fichier à part. Moi, j'ai pas trouvé en tout cas. Alors que dans les autres plateformes Java, C Sharp, PHP, les classes se créent dans des fichiers à part et les interfaces aussi. Alors dans Windev, ce que j'ai trouvé, c'est que l'interface, on la déclare dans un code. Ça peut être n'importe où dans l'appli. Mais si vous voulez qu'elle soit utilisée dans toute l'application, il faut la déclarer dans le code du projet. Donc ici, je vous ai préparé déjà ici le code. Je me suis mis quelque part ici, donc ici je vais marquer, pardon, je vais marquer ici code du projet.
Rappelez-vous que le code du projet, à chaque fois que vous lancez l'appli, c'est ce code-là qui s'exécute en premier. Alors la nouveauté ici, c'est que on ne dit pas est une classe, on dit est une interface et on donne le nom qu'on veut ici. Alors par habitude, les développeurs qui vraiment professionnels, qui font de la programmation orientée objet, pour différencier dans le code les classes et les interfaces, les interfaces, on leur rajoute un i avant. Donc ici, je vais faire une interface qui s'appelle i professionnel. Et je dis, avec des mots comme ça, procédure, je dis que cette interface va exiger, va donc demander fortement qu'on crée une procédure ajoutée, mais elle va pas coder. Donc ici, je n'aurai pas du tout le code de la méthode ajoutée. Et pareil pour la procédure, mais rappelez-vous, c'est WinDev qui parle de procédure, mais en général, on doit dire méthode modifiée. Et comme les parenthèses sont vides pour ajouter modifier, donc la méthode ne demande aucun paramètre. Et pour varier, je vais dire que l'interface exige qu'il y ait une méthode supprimée et qu'elle, elle demande une chaîne de caractères qui serait donc le numéro de SIRET du professionnel, client ou... Et donc, une fois qu'elle dit ce sont les méthodes qui vont être obligées d'être codées, elle peut parler des propriétés, donc les informations. Elle dit qu'il faut que qu'il y ait le numéro de SIRET et c'est quand on fait propriété, numéro de SIRET, on ne force pas ceux qui vont utiliser l'interface de dire que c'est un type booléen ou chaîne ou entier. On laisse l'essentiel, c'est qu'ils pensent à faire donc une information, une propriété de ce nom-là. Et ce qu'on met ici entre inférieur, supérieur, on dit est-ce que ceux qui vont utiliser l'interface, ils peuvent simplement lire l'information du professionnel, du professeur ou du client, du fournisseur du client, ou est-ce qu'ils peuvent aussi modifier et donc l'ajouter, etc. Donc on peut mettre soit lecture tout seul, soit lecture virgule écriture, ou soit écriture tout seul. Donc gardez ça à l'esprit. Donc pour l'instant, j'ai rien codé. Je déclare. C'est une interface, c'est des déclarations avec des mots procédure pour dire les méthodes qui seront exigées pour tous ceux qui veulent utiliser l'interface et les propriétés. Alors, vous allez me dire oui, alors ce qui va se passer, c'est que maintenant, moi, je vais créer ici, je retourne là. Là, j'ai fait ça ici, mais je vais rajouter à ce diagramme-là que la classe professionnelle, donc une classe de base, va dire j'utilise l'interface. Et je vais arriver à ce schéma-là. Regardez ce schéma-là en haut à gauche. Une interface donc professionnelle qui va dire ça. Pour qu'on exige quelque chose, bon, l'interface, si vous la déclarez, vous la laissez toute seule, ça ne sert à rien. Il faut qu'une classe utilise l'interface. Alors, le mot utiliser, c'est pas le mot qui est vraiment utilisé dans la programmation orientée objet. On préfère dire implémente. Donc, la classe professionnelle va implémenter l'interface et dès qu'elle dit qu'elle implémente l'interface, tout va se mettre en rouge. La classe professionnelle doit absolument déclarer un numéro SIRET, doit absolument rajouter la méthode ajouter, modifier, supprimer. Et après, les classes clients et fournisseurs vont hériter de la classe professionnelle. Du coup, elles auront aussi numéro de SIRET, ajouter, modifier, supprimer, etc. OK? Alors, c'est ce que j'ai fait. Donc, moi, la partie en haut à gauche, je l'ai mise dans le code du projet. Je vais maintenant créer la classe professionnelle, la classe de base. Et la classe de base, donc ici, je suis dans la branche classe, clic droit, créer une classe. Je vais l'appeler donc professionnel. Voilà. Donc, une fois que je la déclare ici, quand on faisait de l'héritage, on faisait le verbe hériter. Là, comme on voudrait que cette classe-là respecte le contrat, respecte ce que dit l'interface, on met le verbe implémenter. Et en anglais, dans les autres langages, comme ça, si un jour vous passez à du Java, du C#, à du Angular, etc., ils mettront en anglais implement. Donc on reste un petit peu. Donc implement, i professionnel. Voilà. Donc là, on fait de l'héritage. Implémente. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Il râle parce qu'il commence à me dire la méthode supprimée n'est pas utilisée par la méthode professionnelle. Alors ne confondez pas professionnel et professionnel. Donc ici. Donc il va commencer à râler jusqu'à ce que je mette tout ce qu'il faut.
Donc ici, moi, la première chose, je vais commencer par dire que tous les professionnels, ils ont un numéro de SIRET et une chaîne, ça j'ai le droit. Et au fur et à mesure que je vais créer des méthodes, donc là, il râlait sur la méthode supprimée, il ne les fait pas dans l'ordre. Donc je vais revenir à gauche, ici. Donc vous voyez, c'est ça le fait d'implémenter une interface. Je me répète exprès pour que ça rentre bien pour les uns et les autres. C'est obliger une classe à coder avec des noms bien précis des méthodes parce qu'on estime que c'est obligatoire. Donc je regarde ma classe professionnelle ici. Pour l'instant, ça c'est professeur, pardon. Professionnel, il est là. Pour l'instant, dans le membre, elle a ça. Je commence par lui dire, crée-moi la propriété. Voilà, numéro de SIRET. J'ai la propriété numéro de SIRET. J'ai la méthode ajouter, ça ne bouge pas. Ici, donc, je vais faire clic droit, nouvelle méthode, supprimer. Et je rappelle que supprimer, normalement, je demande le numéro de SIRET. Et je vais donc laisser tout par défaut. Et ici, je vais rajouter, parce que l'interface demande si je ne l'ai pas oublié, c'est ça, le numéro de l'interface demande ici le numéro de SIRET, elle demande une chaîne de caractères ici pour savoir quel est le professionnel qu'on va supprimer. Donc j'arrive dans professionnel ici et je mets par exemple ici num siret et je vais l'appeler ici pour ne pas le confondre, siret à supprimer est une chaîne. Et donc là, je peux coder. Donc ici, je vais marquer pour aller vite, code à faire ici. Voilà. Est-ce que ma classe professionnelle arrête de râler? Je remonte là-haut, elle râle, je m'approche, on me dit la méthode modifie. Et vous voyez, elle va râler pour modifier, pour ajouter, etc. jusqu'à ce que ça se finisse. Donc je vais recommencer à gauche. Je vais donc professionnel, clic droit, nouvelle méthode. Je vais l'appeler ici modifier. Je fais ajouter ici. Donc je mets par code ici. Donc il faut faire le code pour modifier les informations sur un professionnel. Ma classe professionnelle râle encore, je m'approche. La méthode ajoutée, de la même façon, clic droit, nouvelle méthode, méthode ajoutée. Je fais ajouter et voilà, code ici. C'est très bien. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que je fais ici? Je remonte et ma méthode normalement professionnelle, je regarde ce qu'il me dit. Numéro de SIRET de l'interface professionnelle n'est pas implémenté dans la classe professeur. Donc, numéro de SIRET, il l'a pas pris parce qu'il faut que je l'appelle du même nom. Ici. L'interface, elle appelle le numéro de SIRET de ce nom-là. Donc, ici, pour que ça marche, je vais faire numéro de SIRET. Il faut que on m'oblige de donner le même nom. Numéro de SIRET ici. Comme j'ai déjà créé la propriété trop vite, donc je vais l'enlever. Donc je suis à gauche ici, numéro de SIRET. Je vais l'enlever, la recréer, supprimer. Non, il la remodifie directement. Il la remodifie directement, tant mieux. Numéro nim SIRET. Je peux pas lui dire de l'enlever. Alors si je fais ça, générer de nouveau. Numéro de SIRET. Et donc ici, bon, alors, on va tout enlever parce que ça a été... Donc je recommence. Comme j'ai pas respecté dans mon code, on va recommencer depuis le début là-haut. Ça c'est OK ici. Voilà, il arrête de râler. Donc du coup, j'ai mon numéro de SIRET qui fonctionne. Parce que là, j'ai pas respecté, si vous l'avez vu, le nom que j'ai donné ici. Bon, ma classe professionnelle, elle fonctionne. Maintenant, je vais pouvoir créer ma classe client qui hérite. Donc là, je vais monter à classe, en haut à gauche.
clic droit, créer une classe, je l'appelle client. Client, je dis que client hérite de professionnel. Et donc du coup le client il va aussi avoir un numéro de tirette, j'ai pas besoin de le dire, mais j'ai dit que le client lui il a une ancienneté est un entier, je mettrai 1, 2, 3, ce sont des années, entier, et j'ai dit que le client il aura une remise est un réel pour dire qu'il y aura du décimal, voilà. Je crée les propriétés du client à partir de ce membre privé. Clic droit sur ancienneté, générer la propriété. Clic droit sur remise, remise, générer la propriété. Voilà. Et je regarde ici pour le client qui est là, les propriétés, je les ai. Et regardez ici maintenant pour les méthodes. Il y a la méthode modifiée, il y a la méthode supprimée, il y a la méthode ajoutée qui ont été héritées de la classe professionnelle, qui elles-mêmes ont été imposées. Mais rappelez-vous, la classe professionnelle ne code pas du tout les méthodes. Maintenant, je fais rapidement la classe fournisseur. Oui, alors j'ai oublié que le client, lui, il a une méthode qui est propre, qui est facturée. Donc, le méthode ici, facturée, le client. Et donc là, je vais marquer une info, client. Donc, j'ai une petite boîte de dialogue pour montrer que ça fonctionne. Facturé, ici. Et je vais faire la même chose pour fournisseur. Je crée la classe fournisseur. Fournisseur. Rapidement. Voilà. La classe fournisseur, je lui dis qu'elle hérite aussi de professionnel. C'est ici. Hérite de professionnel. Ici. J'ai pas prévu dans mon exemple d'informations supplémentaires sur fournisseur, mais normalement il y en aura. Et le fournisseur ici, que j'ai là, lui, la classe fournisseur, je vais rajouter une méthode payer le fournisseur. Donc une méthode qui aura payer. Et je vais lui mettre juste une petite information, ici, info, fournisseur payé, pour voir que ça marche. Voilà. Donc tous ces codes-là, je me répète, tous ces codes-là, vous allez les retrouver dans le PDF que je vais donner ici. Maintenant, je vais juste faire tester que ça fonctionne. Je rappelle ma fenêtre. Je vais voir le bouton bleu, code. Et ici, donc, on teste. Donc ici, j'ai pas besoin de le faire. On va le voir directement ici. Je prends CL1 est un client. Voilà, CL1 point numéro de tirette et je mets des choses. Là, je mets n'importe quoi. CL1 point. Et vous voyez ici, j'ai la méthode ajouter, modifier. Ça, c'est commun à tous, mais j'ai l'ancienneté comme information pour le client. On ne la verra pas tout à l'heure pour le fournisseur. J'ai la remise ici pour le fournisseur qu'on verra pas pour le client, on verra pas pour le fournisseur. Surtout, j'ai la méthode facturée qui va nous montrer quelque chose, mais j'ai pas la méthode payée. Donc ça, c'est pour le client. Maintenant, je vais faire la même chose pour le fournisseur. Est un fournisseur. Voilà. FR1, donc je rappelle que les noms des objets, vous mettez ce que vous voulez. Là, j'ai aussi numéro de serrette. Je mets autre chose. Et FR1, point. J'ai plus d'ancienneté parce que le fournisseur n'en a pas. J'ai pas de remise, le fournisseur n'a pas de remise. Et j'ai pas la méthode facturée, j'ai la méthode payée. Voilà, donc là, notre héritage fonctionne bien et l'exigence de l'interface. Donc, je teste ça avec le go à droite et il me dit que j'ai une erreur. Alors, interface, client facturé, fournisseur payé. Voilà, je vais quand même corriger ma petite erreur pour ne pas vous donner un code qui contient une petite erreur
Si je regarde ici l'erreur, donc ça c'est pas l'erreur, Silhouette est renommé en Numcheret, d'accord. Alors ici, on va lui dire num, il devrait arrêter de râler. Ça c'est parce que tout à l'heure j'ai pas bien fait les choses. Il devrait être râlé, donc j'ai 0 erreur. Ok, voilà. Donc ce qu'il me reste à voir pour que vous montrer les schémas que je vous montre ici, normalement on peut les faire avec WinDev, on en avait parlé une fois. Donc là, ce que je vais faire ici, je vais donc aller tout en bas. Vous voyez ici, on peut passer d'un onglet à un autre. Ici en bas de l'explorateur de projet, je vais choisir l'onglet qui s'appelle ici Analyse UML. Je rappelle qu'UML, c'est la méthode théorique qu'on doit apprendre si on veut concevoir des diagrammes avec plein de classes et relier entre elles, les classes reliées entre elles, pour faire une belle application. J'aurai l'occasion de vous en parler dans un autre chapitre. On fait de la programmation orientée objet, la POO, mais il faut aussi apprendre à concevoir correctement les classes sur papier, sur un diagramme de classe, et on appelle ça la COO, la conception orientée objet. Je vous donnerai quelques indications dans une prochaine vidéo. Là, j'ai basculé sur l'onglet UML et je peux, comme je vais créer une analyse. On a l'analyse de base de données qui est le schéma de la base de données et l'analyse UML, c'est pour montrer le diagramme. Je clique en bleu là-haut et donc là, je vais lui dire non. Là, j'avais déjà créé un diagramme de classe, je vais le supprimer pour vous montrer le tout. Et je vais cliquer droit là-haut et dire je veux ici un nouveau diagramme. Et là, il me fait choisir le diagramme de classe. Et je laisse le choix par défaut, je vais régénérer toutes les classes. Je fais générer ici. Et là, bien sûr, il va mélanger dans mes exemples pédagogiques, on va mélanger les élèves avec les professeurs, avec les clients, etc. Ce n'est pas grave. L'idée, c'est de te dire, on va quand même les séparer ici. J'ai le droit de tirer. Donc ici, je vais mettre professeur, professionnel. Et vous voyez, il va y avoir de l'héritage. Je vais tirer ici avec les petites flèches blanches. Ça, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Actuellement, je ne peux pas présenter l'interface dans le diagramme, hein. Je vous avoue que je ne sais pas le faire et j'ai l'impression, mais je ne veux pas raconter des certitudes, j'ai l'impression que WinDev ne le fait pas pour l'instant. Donc ici, de l'autre côté, on a ce qu'on a vu tout à l'heure dans la classe abstraite et la méthode abstraite, le diagramme aussi des deux. Voilà, chers amis, j'espère que vous avez vu un petit peu ces trois notions, ces trois concepts que je viens de présenter. L'idée derrière, c'est à chaque fois rajouter quelque chose pour qu'on n'oublie pas, pour qu'on respecte des choses fondamentales dans la programmation. Chose qu'on ne peut pas faire avec la programmation procédurale, sauf l'écrire dans des PDF, répéter aux développeurs, n'oubliez pas ceci et cela. Là, on le fait avec la programmation objet. Ok, alors, prochaine vidéo, pour arrêter de faire que les concepts, je vais faire une gestion des clients, donc ajouter, modifier, supprimer des clients et les afficher dans une base de données. Donc, ça va rester juste la classe client, grâce entièrement à la programmation orientée objet. Et donc, il y aura de l'affichage, bien sûr, l'accès à la base de données et ses objets. Comment on marie les objets, les classes avec la base de données et l'interface graphique, c'est ce que vous verrez dans le prochain chapitre numéro 7. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis très bonne soirée et à très très bientôt.